Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée de Connext, le salon du Smart Commerce. On parle d'un sujet qui fait fantasmer certains, qui permet à d'autres acteurs qui commencent à l'utiliser avec efficacité d'obtenir des rendements et de la performance que l'on n'osait plus retrouver dans des modèles traditionnels de marketing. On fait le point ce matin avec mes trois invités. Humane, vers une intelligence artificielle au service de l'humain. On en parle. Bonjour à tous les trois. Isabelle, soyez la bienvenue. Rapprochez-vous du micro. Isabelle Erlin, vous êtes directrice du centre INRIA, Lille Nord-Europe, depuis mars 2017. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes ici avec nous pour nous parler d'intelligence artificielle. Oui, donc je suis arrivée à Lille en mars 2017 pour prendre la direction du centre INRIA. INRIA, c'est un institut de recherche spécialisé dans les sciences du numérique et dans les mathématiques appliquées. Et bien évidemment, l'intelligence artificielle est au cœur de cette démarche. Et nous avons, avec nos partenaires, le CNRS, l'Université de Lille et l'Université d'Artois, monté un projet qui s'intitule Humane. Eh bien, merci d'être avec nous. Merci de nous présenter effectivement ce dispositif. Sébastien, bonjour. Rapprochez-vous du micro. Sébastien Konieczny, dont vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en informatique de Lens. Présentation. Tout est dit? Tout est dit. Oh, c'est Voilà. super, la fiche était bien préparée. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez également nous parler du projet Humane dans quelques instants? Moi, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que l'IA en vrai et puis au niveau de la recherche et puis effectivement du projet scientifique qu'on a à travers de cet institut Humane qu'on est en train de créer. Merci en tout cas d'être avec nous. Philippe Preux, bonjour, rapprochez-vous du micro. Vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Lille. De quoi allez-vous nous parler dans quelques instants? Oui, donc professeur d'informatique, je suis aussi responsable d'une équipe de recherche en apprentissage automatique, donc, qui fait partie de l'intelligence artificielle. Et donc je vais vous parler de ça. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors on commence un petit peu, on va faire d'abord, dans quelques minutes vous pourrez, mesdames et messieurs, également poser vos questions à nos invités. On va tout d'abord un petit peu faire un tour d'horizon des projets en cours. On va essayer évidemment de faire le point sur, alors vous y allez fort hein, parce que vous avez mis le mot humain et le mot AI, donc certains diraient presque que vous allez titiller les peurs, je dirais que beaucoup ont du mal à un petit peu clarifier. Donc merci de nous remettre un peu toutes ces idées au clair. En juillet dernier, l'Agence nationale de la recherche lançait un appel à manifestation d'intérêt pour structurer la France d'instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle. C'est là où vous intervenez. Isabelle, dites-nous en plus. Oui, en juillet, donc, il y a eu cet appel à manifestation d'intérêt. Le CNRS, INRIA, l'Université d'Artois et l'Université de Lille, nous nous sommes dit, nous allons répondre à cet appel parce qu'en région, nous avons de vraies forces. Le CRIL, par exemple, à Lens, c'est le seul laboratoire d'intelligence artificielle du CNRS, entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Sur les 8 dernières années, 6 des prix de la meilleure thèse en intelligence artificielle ont été obtenus par des doctorants, soit du CRIL, soit de l'équipe projet Sequel de Philippe Preux, équipe projet INRIA, Université de Lille. Donc la région a vraiment une carte à jouer, hein, parce que là pour le coup, je dirais la cartographie elle est mondiale, des centres d'excellence en intelligence artificielle. Alors, introduction à l'IA, intelligence, point d'interrogation, il y a beaucoup de fantasmes. En même temps, on a tous vu Terminator, donc on a quand même un peu les jetons, comme dirait l'autre. Quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, 2019, et peut-être nous projeter, enfin 2018 et puis 2019, 2020, c'est au moins la période des plans d'action, alors des plans d'action marketing, puisqu'on est en plein retail show. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, Isabelle? Alors, dans la presse, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle à partir des données, hein, le machine learning, le deep learning, et donc Philippe reviendra là-dessus. Cette intelligence artificielle, elle a des limitations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication intelligible du résultat au sens commun de l'utilisateur. Et donc, nous avons voulu nous intéresser dans Humane à cette notion de l'explicabilité. C'est un verrou scientifique sur lequel les chercheurs sont en train de travailler. Et Sébastien va pouvoir également nous en donner plus d'explications. On revoit ça en quelques instants. Maintenant, on va se concentrer sur cet appel à projet. Très rapidement, pourquoi vous avez répondu à cet appel à projet? Alors, cet appel à projet, je vous l'ai dit, c'est les forces exceptionnelles que nous avons en région.
C'est cette situation assez inédite scientifiquement où nous avons à la fois des forces en machine learning, des forces en intelligence artificielle symbolique basée sur le raisonnement, et puis cette identification du verrou de l'explicabilité qui demande une collaboration, comme Sébastien va l'expliquer, entre différents types de méthodes d'intelligence artificielle. Très bien. Quel est le périmètre scientifique de votre proposition ? Eh bien, le périmètre scientifique, donc, il est axé sur cette notion d'explicabilité. Hein, donc, il faut qu'un utilisateur, que ce soit une société de retail, une société de commerce, de logistique, puisse comprendre le pourquoi d'une décision ou d'une recommandation ou d'une prédiction faite par un système d'intelligence artificielle. Il faut que la loyauté du système soit parfaitement maîtrisée. Et pour avoir un système qui soit loyal, qui ne fasse que ce qu'il est censé faire, eh bien, il faut en avoir la conviction. Et cette conviction, elle ne peut se bâtir que par l'explication intelligible par l'utilisateur. Très bien. Je vois que, enfin, on va approfondir ce sujet. Vous avez commencé à évoquer quelques usages. Globalement, si on élargit un petit peu, quels sont les usages que vous souhaitez investiguer prioritairement ? Alors, nous avons défini 2 usages phares. Hein. D'abord, autour de la santé. INRIA et l'Université de Lille sont membres fondateurs du projet Précidiab sur la prévention du diabète et de ses comorbidités. Donc, fort de cette expérience sur le diabète, nous avons choisi de travailler dans Humane sur la prédiction des maladies chroniques et sur leur prévention. Il faut savoir que les maladies chroniques, ça représente 60% du coût de la sécurité sociale ou du coût des assurances maladie dans le cadre européen. Au-delà de cette application en santé, nous avons choisi de travailler dans le domaine du commerce, de la logistique, de la relation client, parce que c'est justement une filière économique qui est identifiante dans les Hauts-de-France et sur lequel les contacts sont déjà très très forts via le PICOM. Voilà, alors via le PICOM évidemment, qui est un point d'entrée évident au quotidien. Des industriels regardent nos émissions, des industriels sont dans la salle, dans le retail, dans le e-commerce pur. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher directement de vous, de votre équipe de travail ? Voilà, nous, donc, à tous les 3, on forme un comité de pilotage scientifique pour ce projet. Bien évidemment, dans le contexte de la préparation, nous avons pris contact avec de nombreuses enseignes, mais il est temps de faire grossir ce projet, d'en faire une vraie fédération, de bâtir un vrai programme de travail et nous sommes là. L'appel est lancé, mesdames et messieurs les industriels, ne tient qu'à vous de vous rapprocher de ce groupe et de cette dynamique. On a vu un petit peu un certain nombre de projets, d'autres qui arrivaient. Quant à la question, quelles sont les autres actions prévues pour l'Institut? Est-ce qu'on les a toutes balayées? Est-ce qu'on en aurait oublié d'autres? Il y a deux actions fondamentales qui sont la formation. Avec les méthodes d'intelligence artificielle et les systèmes d'intelligence artificielle, il va falloir dans les entreprises une adaptabilité à l'emploi. De nombreux métiers vont devoir utiliser l'intelligence artificielle. Enfin, il y a une question soyons clé. clairs, de nombreux métiers vont disparaître et d'autres vont émerger avec... il y a à la fois ça, mais même les métiers qui ne disparaissent pas vont devoir utiliser cette intelligence artificielle et donc il va y avoir un besoin énorme de formation continue à l'intérieur des entreprises et donc nous souhaitons bâtir des programmes de formation innovantes sur ce sujet. L'autre point qui est important pour Humane, c'est un programme start-up, c'est utiliser les résultats de la recherche pour faire porter des technos avancés dans les start-up en utilisant les relations avec les incubateurs que sont par exemple Euratechnologie et Eurasanté. Merci. En conclusion, parce que c'est un projet, c'est des hommes, il va y avoir un lieu où est-ce que concrètement vous allez vous installer? Voilà, INRIA vient d'acquérir et vient de s'installer début septembre au bâtiment Place à Euratechnologie. Et donc ce bâtiment, ça va être le totem pour faire des conférences spécialisées, des conférences de médiation, montrer les démonstrateurs dans un espace dédié et donc être un lieu un peu symbolique pour notre activité scientifique. Merci pour cette initiative, bravo, et puis aider cette région et tous ces acteurs mondiaux qui sont en lien avec notre région à ce qu'elle reste dans la course et qu'elle reste, je dirais, un domaine d'excellence retail grâce à l'IA. Merci beaucoup, vous réintervenez quand vous voulez. Alors, c'est un peu mon habitude, dès que je trouve une slide un peu intéressante,
Je l'affiche un peu plus tôt que prévu. C'est maintenant votre tour. Sébastien, on va prendre maintenant quelques minutes pour que vous nous mettiez un petit peu les idées au carré en matière d'intelligence artificielle. Le micro est à vous, 10 minutes. J'ai l'œil sur la montre. D'accord, on va m'arrêter si je suis trop long. Déjà, effectivement, je vais revenir sur ce que vous disiez au début, sur le fait qu'effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à la science-fiction, à Terminator, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on étudie l'intelligence artificielle, et ce qu'on veut en faire, c'est pas de faire des machines qui pensent, c'est-à-dire c'est de faire des machines qui pensent comme les humains, Comme les humains, c'est-à-dire qui mènent des raisonnements, c'est-à-dire qui permettent d'effectuer des tâches qui, quand elles sont effectuées par un humain, réclament de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a ce slide-là, parce que j'ai pris un des grands bouquins d'introduction à l'intelligence artificielle, donc je leur ai un peu piqué. Et si vous regardez la première ligne, c'est penser, donc c'est les méthodes, effectivement, c'est comment on fait. Déjà, on peut faire comme un humain, on peut essayer de faire comme la nature le fait, donc en particulier, c'est ce qu'on appelle les approches neuromimétiques, donc c'est par exemple utiliser des réseaux de neurones. Les gènes miroirs qui manquent tant aux autistes Asperger, c'est un sujet dont on pourrait parler. Allons-y. Ouais. Mais effectivement, c'est toutes les approches qui sont inspirées en fait de la nature. Donc il y a des approches génétiques et les approches qui marchent à l'heure actuelle, ces approches à base de réseaux de neurones, c'est ce qu'on entend parler donc sous le vocable de deep learning, d'apprentissage profond. Et ça, effectivement, ça copie dans un certain sens le fonctionnement du cerveau humain. Donc j'acquiers par l'expérience, le mimétisme, je regarde comment sont faites les choses, je regarde comment les données sont produites et donc à situation égale, j'agis en conséquence, c'est complètement lié. J'essaie de rendre un petit peu le. Voilà, j'agis ou en tout cas, ouais, je classifie avec ce que j'ai vu de plus proche, voilà, effectivement ce que j'ai expérimenté, ce que je peux induire de ce que j'ai vu pour le moment. Très mais bien. donc ça, c'est une façon de faire, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire que pour modéliser un comportement intelligent, on n'est pas obligé de faire comme l'humain, on peut faire de manière différente, et en particulier de le faire rationnellement, de le faire mathématiquement. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement les approches symboliques. Donc souvent on utilise des approches à base de logique où on modélise le monde et on mène des raisonnements sur ce monde-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire comme l'humain et comme la nature pour simuler un comportement intelligent. C'est ce que les intelligent. jeux vidéo nous ont amené ces dernières décennies dans des modèles comme SimCity ou autres, ont modélisé des écosystèmes uniquement avec des règles mathématiques. Ce serait plutôt ça le. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, par exemple, si vous prenez les jeux d'échecs, si on veut rester dans le jeu, les programmes d'échecs qui sont maintenant bien supérieurs aux humains, ils ne raisonnent pas comme les humains, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la même façon de raisonner qu'eux. C'est-à-dire que c'est vraiment du calcul, et on effectue un calcul, on va vers la meilleure situation, et on optimise, et on arrive à des résultats qui sont importants et impressionnants. Bon, ça nous rassure. Pour l'instant, quand les ordinateurs de jeux de Go de Google battent les champions du monde, c'est uniquement par calcul. On peut dormir sur nos deux oreilles pour l'instant. Effectivement, voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que il n'y a pas d'insondable et de règles de calcul que la machine aurait inventé toute seule comme ça en se rasant le matin. Alors, elle peut inventer des règles, elle peut se modifier comme si nécessaire, mais c'est-à-dire qu'elle elle effectue un calcul, elle répond à une question qu'on lui a posée. Il n'y a aucune machine qui a un libre arbitre, qui a ce qu'on pourrait appeler une conscience. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, et en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui travaillent sur cette question-là. On est tous en train de travailler sur comment réussir à résoudre un certain nombre de questions qui sont différentes. Approche neuromimétique, approche symbolique, c'est la première ligne. Ça, c'est penser. Alors maintenant, faites-nous, non pas rêver, mais expliquez-nous comment on agit. Alors agir, c'était autre chose, c'est de savoir en fait quel est le but de l'intelligence artificielle. Et donc effectivement, souvent, quand on parle de robots qui feraient comme les humains, on se dit le but c'est de faire comme un humain. Et effectivement, ça, c'est essayer de simuler, de pouvoir se faire passer par un humain. Et ça, c'est ce qui a donné lieu donc c'est le fameux test de Turing, donc que Turing a proposé pour essayer de tester si une machine était intelligente. Et c'est un test très simple, c'est un jeu d'imitation. C'est globalement, est-ce que la machine, elle peut se faire passer pour un humain? C'est-à-dire que vous êtes en train de communiquer avec elle, et si vous n'arrivez pas à dire si c'est une machine ou un humain, globalement, elle est intelligente. Alors cette question, elle est à la fois scientifique, mais je peux vous dire, pour la profession du retail, notamment les centres de contact, évidemment, le métier du commerce, ça n'est jamais qu'un métier d'interaction, ça n'est qu'un métier de personnalisation du discours. On est au cœur d'une rupture majeure dans notre profession. C'est-à-dire que le jour où le test de Turing fonctionne de manière agréable et digeste pour une machine avec son humain, on voit déjà avec les chatbots des choses qui sont assez bluffantes, j'ai envie de dire que c'est vraiment des migrations majeures pour cette industrie-là. Alors on en est où exactement aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on est, enfin, de toute façon, vous pouvez tous le. On a vu des vidéos de Google, mais on se dit, est-ce que c'est pas un peu... Voilà, mais vous voilà. pouvez effectivement l'expérimenter avec effectivement tout ce qui est interface client, avec vos smartphones, avec donc les assistants vocaux, etc. C'est-à-dire qu'on commence à pouvoir communiquer. Après, très vite, moi, mon téléphone, quand je lui parle, il ne comprend jamais ce que je lui raconte. Enfin, en tout cas, il me répond toujours à côté de la plaque. Donc, vous voyez qu'on a encore un petit peu de marge pour le faire. Mais effectivement, c'est des choses qui sont accessibles, voilà, qui avancent. Après, ce que je voulais mentionner là-dessus, c'est que ce n'est pas parce qu'on va réussir à simuler une interaction langagière que derrière, il y aura forcément une conscience de l'intelligence, etc. Et qu'on sera arrivé à vraiment, on va dire, le Graal, ce que l'on cherche au niveau du raisonnement. On le voit chaque jour avec son Siri ou son agent, etc. Ça progresse et ça peut encore mieux fonctionner. Là, vous avez quand même mis le mot psychologie. Donc, ça veut dire que là, on est vraiment dans des logiques de... C'est la psychologie qui sert de moteur scientifique au développement du test. Vous voyez bien que le test, il est, est-ce que je peux faire comme un humain? Donc, en gros, est-ce que je peux me faire passer? Donc, il y a un aspect psychologique. C'est pas la machine qui va agir comme un humain, c'est l'humain en face qui va le percevoir comme tel. Et en particulier, justement, ce sur lequel je voulais insister, c'est la dernière case des agents rationnels. C'est de dire que moi, je ne suis pas certain que le but de l'IA, ce soit justement d'avoir un robot qui fait comme l'humain, qui satisfasse le test de Turing. Parce que, en particulier, on sait que l'humain n'est pas très bon en raisonnement. C'est-à-dire qu'il fait plein d'erreurs, il est sujet à plein de biais. On en connaît beaucoup qui en font beaucoup, en tout cas. Voilà. Hein. Et on en fait tous certaines. Alors que donc, je pense que le but final, c'est vraiment de réussir à modéliser les raisonnements de manière parfaite, ou en tout cas bonne. Et la meilleure façon de raisonner, ce n'est pas forcément la façon dont le fait l'humain. Et donc, c'est une vraie problématique. Et il y aura certainement un moment, et il faudra certainement réussir à accommoder les deux. Mais pour vous donner un exemple, c'est à peu près la même chose. En économie, par exemple, il y a plein de théories qui s'intéressent à comment les humains vont agir. Donc, que ce soit la théorie de la décision, la théorie des jeux. Et en fait, ces théories-là, quand vous les appliquez, les humains ne font pas comme ça. Donc, il y a une théorie qui est normative, qui dit comment on devrait faire. Et puis après, il faut l'adapter pour le faire en fonction des humains. J'ai failli appuyer. J'ai appuyé sur la slide suivante, mais on a parlé des agents rationnels. On a tout dit dessus? Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Naissance de l'IA, un mot, 1956. Alors, justement, ça a à voir avec le fait que, en fait, le but de l'IA, c'est vraiment pas de faire une machine qui pense. En tout cas, ce n'est pas le but initial. C'est-à-dire, si vous regardez la naissance, alors l'IA, on marque la naissance en 56 parce que c'est le terme qui a été inventé à cette époque-là. Mais les traditions de mécanisation du raisonnement, c'est quand même beaucoup plus ancien que ça. Vous pouvez remonter ça jusqu'à la Grèce antique avec la logique, etc. Mais donc, ce qui est intéressant là avec la création en 56, c'est qu'on voit que c'était plusieurs chercheurs justement qui venaient d'univers très différents. D'univers différents, voilà. Et donc, c'est bien une juxtaposition. Et si vous regardez le texte où ils décrivent ce qu'ils veulent faire pendant cette conférence inaugurale, vous n'allez pas voir think. Vous n'allez pas voir. On n'essaie pas de faire une machine qui pense, mais on essaye de faire une machine qui essaye de simuler des comportements intelligents. Et vous avez bien cette énumération de apprendre, de résoudre des problèmes, etc. Et c'est vraiment ça la recherche en intelligence artificielle. Et du coup, si vous passez le slide suivant, justement, c'est un peu pour vous donner une idée de ce que c'est que la géographie, en fait, de ce qu'on fait, quels sont les domaines de recherche. Donc ça, c'est une planche qui est issue justement du travail qu'on avait fait pour le rapport France-IA. Alors en haut déjà, il y a effectivement, donc si on doit trouver une définition d'intelligence artificielle, on va peut-être prendre la phrase du haut, qui serait la définition la plus correcte, je pense. C'est l'étude des moyens qui permettent d'automatiser donc les processus de perception, d'apprentissage, de raisonnement, de décision et d'action. Bon, celle-là, vous pouvez la noter. Je pense qu'elle est simple. Et si vous voulez le retenir plus facilement que ça, c'est imaginer toutes les capacités que vous devriez donner à un robot pour qu'il soit autonome. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse voir ce qui se passe autour de lui, percevoir des messages, raisonner, prendre les bonnes décisions, apprendre pour s'améliorer, et puis agir pour interagir avec son environnement. Vos réactions sur le hashtag Connext et vos questions également, j'ai l'œil dessus. Bon, on ne va pas pouvoir évidemment commenter la totalité des briques. Hein. Une conférence elle seule n'y suffirait pas. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu de ce découpage? C'est toutes ces fonctionnalités. Et en gros, pour être bon en intelligence artificielle, il faut être bon là-dessus. Il faut avoir toutes les pièces. Il faut avoir toutes les pièces, il faut avoir toutes les capacités. Effectivement, la recherche en intelligence artificielle, on n'est pas chercheur à faire des machines qui pensent. C'est-à-dire qu'on est chercheur à essayer de modéliser des raisonnements, à modéliser l'apprentissage, à faire du traitement des langues. Et donc, on essaye de résoudre chacune de ces briques. Et il faut effectivement répondre à chacune de ces briques
pour un jour avoir un robot réellement autonome. Par contre, pour certaines applications, on n'en a besoin que de certaines. Et c'est un petit peu là où on est arrivé, c'est un peu le degré de maturité à l'heure actuelle du domaine. C'est-à-dire que pour la quasi-intégralité de ces briques-là, on est à maturation, c'est-à-dire à maturité. On sait à peu près, enfin, on sait faire un certain nombre de choses importantes et impressionnantes. Par contre, les applications actuelles, elles demandent de combiner certaines de ces briques-là. Et c'est là où il y a du travail, et c'est là où s'inscrit le projet Umine, c'est de réussir à faire des liens entre ces briques-là pour justement pouvoir appliquer ça maintenant à grande échelle. Voilà. Merci pour cet éclairage. Vous intervenez également, Sébastien, quand vous voulez. Je me retourne maintenant vers vous, Philippe. Philippe, bonjour. Alors, on a un petit peu compris que les enjeux sont lourds. Hein. Je pense qu'il y a effectivement pas mal d'invités ce matin, d'autres qui suivront notre émission. C'est quand même le branle-bas de combat. C'est quand même énorme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on en parle tant, mais surtout, enfin, Emmanuel Macron, notre président de la République, qui convoque au Collège de France une conférence sur l'IA et qui en parle combien 1h30, enfin 1 heure sur ce sujet-là. Villani, enfin un ministre qui est quand même voilà, au gouvernement et qui symbolise aussi tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis les origines de l'intelligence artificielle dont vient de parler, que vient d'évoquer Sébastien, au moins certains chercheurs pensent que l'une des caractéristiques clés de l'intelligence, c'est la capacité à apprendre. Et donc, depuis 60 ans, on essaye de faire des machines qui apprennent à faire des choses. Et donc ça, c'est un élément clé, si on veut, de la partie intelligence, entre guillemets, qu'on peut mettre dans une machine. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu un certain nombre de progrès depuis une quinzaine d'années qui ont permis aujourd'hui aux machines d'apprendre à faire des choses. C'est quelque chose d'assez nouveau. Comme je dis, ça fait longtemps qu'on essaye de le faire. Ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, c'est donc les progrès très importants en recherche fondamentale sur les méthodes d'apprentissage à base de méthodes statistiques, on va dire, pour simplifier un petit peu les choses. Le gros mot, c'est le deep learning, c'est ça? Alors oui, il y a le deep learning, mais le premier gros mot un petit peu, c'était la prise de conscience que moi, en tant que chercheur, j'ai vu grossir dans la société et dans les entreprises aussi, qui est l'avènement du big data, c'est-à-dire la prise de conscience que depuis des données, on pouvait extraire, induire des informations, des connaissances utiles qui, pour les entreprises, allaient éventuellement leur rapporter de l'argent, augmenter leurs revenus, etc. Et donc cette prise de conscience que dans les données, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à voir comme ça à l'œil nu, mais dont on a des méthodes statistiques qui permettent d'extraire de l'information. Et ces données, avec l'avènement d'Internet, sont devenues d'accès relativement facile sur les réseaux et facile d'accès et extrêmement volumineuses éventuellement. Surtout, une fois que les entreprises prennent conscience de ça, elles se mettent à collecter des données si elles n'en ont pas. Et ça, cette collecte de données, ça permet de collecter effectivement beaucoup de données. Et donc ça, c'est la partie big data qui a été un petit peu le prémisse de tout ça. Après, c'est devenu ce qu'on a appelé la data science, mais c'est un petit peu la même chose. Et puis, corrélé à ça, il y a eu d'énormes progrès dans la puissance de calcul des ordinateurs, dans les simples smartphones comme on a ici, ou sur un simple ordinateur portable, on a une puissance de calcul vraiment très très importante aujourd'hui, qui permettent de faire tourner des programmes donc qui sont capables d'extraire cette information de gros volumes de données. Et donc le deep learning que vous évoquiez, ça fait partie de cet ensemble de techniques qui ont été étudiées et mises au point récemment. Et le deep learning, pourquoi on en parle tant aussi, c'est parce qu'il y a eu effectivement de très belles applications récemment du deep learning. On va en parler justement. Dans quel domaine de l'IA le machine learning est-il appliqué avec succès aujourd'hui? Un domaine phare, par exemple, c'est celui de la vision artificielle, où aujourd'hui, donc vraiment l'algorithme, le programme qui est derrière, c'est le deep learning, donc des réseaux de neurones, tout simplement. Le réseau de neurones, à nouveau, c'est une très très vieille idée. On a mis longtemps à les faire bien fonctionner. C'est pas nouveau, les réseaux de neurones, on en parlait il y a 30-40 ans. Enfin, exactement. On a failli laisser tomber le sujet. Et puis, dans les années 80, il y a Yann Lequin, que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui a réalisé sa thèse exactement sur
comment on peut entraîner un réseau de neurones à réaliser une tâche. Et l'une des premières applications qu'il a pris en compte, c'était justement de la vision, pour reconnaître les codes postaux sur des courriers. Et aujourd'hui, tout ça, c'est devenu une technologie mature. C'est-à-dire vous avez sur Internet des réseaux de neurones que vous pouvez récupérer, mettre sur votre ordinateur et utiliser pour reconnaître des objets dans des photos. Identifier tous les objets qui sont dans une photo, par exemple. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien aujourd'hui. Un autre exemple qui fonctionne, même si tout à l'heure on disait que ce n'était pas parfait, la partie reconnaissance vocale qu'on a dans nos smartphones également, c'est un résultat vraiment remarquable aujourd'hui, qui fonctionne lui aussi à base de réseaux de neurones, et qui est lié aussi à nouveau au fait qu'on a énormément de données disponibles sur le web, avec lesquels on arrive à entraîner donc, ces systèmes pour qu'ils soient capables d'analyser la parole quand on émet, quand on parle à son smartphone, par exemple. Très bien. Dernière question. Y a-t-il une limite à ce que l'IA et le machine learning vont accomplir dans l'avenir? Et corollaire, l'IA va-t-elle remplacer le travail des humains? Moi, j'ai déjà affirmé des choses, ça n'engage que moi. Alors, Philippe, votre avis? Alors, je vais faire ma réponse qui n'engage que moi. Alors, c'est un débat, donc. Allez. Donc, moi, je suis extrêmement sceptique sur la notion de l'intelligence. De toute façon, c'est de l'intelligence artificielle. Je dis toujours que le mot artificiel est extrêmement important ici. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, je pense qu'il y a des limites. Je ne les entrevois pas forcément bien aujourd'hui. Parce qu'on est dans un domaine, dans une situation actuelle vraiment d'euphorie, de grand enthousiasme, où on essaye de résoudre des tas de tâches, et on y arrive, on fait des progrès constamment en ce moment. Donc ça peut donner l'impression qu'on va remplacer l'homme par des machines dans quelques années, mais bon, ça, j'y crois pas du tout, parce que par exemple, on parle beaucoup de véhicules autonomes, c'est-à-dire le véhicule qui va qu'on imagine être capable de se déplacer dans les villes sans aucune assistance humaine, les villes, les routes, les autoroutes, partout. Entre ce qu'on imagine, on rêve de pouvoir faire et de ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, il y a un grand écart. Et les constructeurs qui étaient encore très enthousiastes il y a peu de temps commencent à se dire qu'on va mettre un peu plus de temps peut-être pour y arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des gros progrès, par exemple, sur les véhicules sont capables de se garer tout seuls, de faire un créneau, c'est formidable. Mais il y a des choses, rouler en ville, ça demeure une tâche extrêmement compliquée. Rouler sur l'autoroute, c'est pas très compliqué, donc ça, je pense qu'on va y arriver d'ici peu, de manière autonome. Mais voilà, donc il y a vraiment des choses que l'homme n'a pas à avoir peur d'être remplacé par les machines à 100%. Non. Enfin, je serais chauffeur routier, je me poserais quand même des questions. Hein. Alors, si on est chauffeur routier, peut-être que effectivement, quand on roule pendant des centaines de kilomètres sur l'autoroute, on risque de pouvoir être remplacé par une machine. Un robot. Oui, un robot. Voilà. Très bien. Merci pour cet éclairage. On avance sur les enjeux de l'explicabilité. Alors, on l'a évoqué effectivement en introduction. Sébastien, c'est vous qui vous y collez. 10 minutes sur l'explicabilité. Alors, sur l'explicabilité, donc, ce qui est effectivement en gros le cœur du programme scientifique de l'Institut Humane, donc, la problématique, c'est un peu ce dont on parlait là, depuis le début et que vous venez d'évoquer, c'est en gros, est-ce que l'IA va remplacer l'humain ou va venir l'aider, le suppléer? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des emplois qui risquent d'être supprimés par l'IA. En contrepartie, il y a certains nouveaux emplois qui vont être créés. Hein, donc, alors, il faut toujours se méfier de ces projections-là, mais d'après les dernières projections, c'est censé s'équilibrer. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que la majorité des emplois seront plutôt concernés par une évolution. C'est-à-dire qu'il faudra apprendre à travailler avec de l'IA. C'est-à-dire qu'on aura de l'aide avec l'IA. Et en fait, c'est ça qu'on veut mettre en avant dans l'Institut. C'est-à-dire que notre point de vue, c'est justement, c'est pas d'essayer de remplacer l'humain, c'est de venir l'aider. Donc c'est l'IA pour l'humain. Donc je suis dans un point de vente classique, physique. J'ai de l'IA qui reconnaît instantanément un client qui rentre avec de la reconnaissance faciale, qui me fait remonter sa fiche et qui me permet de dire « Oh, comment allez-vous Philippe, tout va bien? Comment allez-vous Sébastien, etc. La semaine dernière, est-ce que la chaise que je vous ai vendue dans mon magasin, est-ce qu'elle vous a plu? Et là, aujourd'hui, j'ai des canapés. »
Ça va être ça Alors, l'évolution du vendeur. ça peut être ça, mais vous allez faire peur à tout le monde avec le fait qu'on puisse vous reconnaître partout, etc. On peut. Donc je rêve pas de ça forcément, mais par contre, ça c'est à peu près effectivement ce que l'on voudrait avoir sur Internet. C'est-à-dire que les gens, je pense, ne seraient pas très contents d'être reconnus dans chaque magasin où ils rentrent et d'être tracés comme ça. Par contre, alors qu'ils le sont totalement déjà. Mais ils l'acceptent sur Internet. Ouais. Par contre, on peut améliorer effectivement cette expérience client grâce à ce genre de technique-là. Et effectivement, donc, notre but, c'est de mettre effectivement de réussir à interfacer, en fait, à permettre de travailler avec une IA, c'est-à-dire que l'IA interagisse avec l'humain, donc l'aide et puis du coup interagisse avec lui. Mais ça veut dire que pour faire ça, ça veut dire qu'on a effectivement besoin d'explicabilité, c'est-à-dire que l'IA a besoin de pouvoir s'exprimer et de pouvoir répondre à des questions si on lui demande mais pourquoi tu me dis ça, etc. Et effectivement, les approches qui marchent bien à l'heure actuelle, donc en particulier les approches de deep learning, permettent d'avoir des résultats très très intéressants, très très importants, mais ne permettent pas d'avoir cette explicabilité-là. Au contraire des approches qui sont basées sur des approches symboliques qui sont conçues comme ça, c'est-à-dire qu'on manipule des symboles, donc quand on nous demande une explication, eh ben, on fournit le cheminement qui a mené au résultat. Et donc l'idée, c'est de réussir à combiner les deux, et c'est un vrai challenge scientifique, hein, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. C'est un challenge scientifique et c'est aussi un challenge citoyen, parce que si l'explicabilité n'est pas délivrée, on risque d'avoir des levées de boucliers peut-être. Mais effectivement, et c'est effectivement un champ citoyen, et puis c'est une question légale, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu la loi, la RGPD qui vient d'être votée, donc il y a un aspect un peu protection des données, mais il y a aussi un aspect protection, enfin assurance d'explicabilité, c'est-à-dire que c'est marqué dans la loi que si un algorithme donne une décision, il doit pouvoir s'expliquer. Et à l'heure actuelle, tous les algorithmes ne savent pas faire ça, et c'est une vraie grande question de recherche. C'est le principe même des réseaux de neurones. Hein. On n'a pas forcément le process logique, on a juste l'analyse finale. Voilà, on a juste le résultat final. Alors on peut expliquer le comportement de manière microscopique, mais on n'arrive pas à avoir une explication synthétique claire, intelligible. Donc un enjeu clé vraiment là-dessus. C'est vraiment clé parce qu'effectivement, encore une fois, Philippe a rappelé qu'il y avait plein d'applications qui étaient où les réseaux de neurones étaient indispensables maintenant, la vision, le traitement du langage, donc la reconnaissance du langage. Donc ça marche. Mais si vous faites une erreur quand vous essayez de reconnaître le visage de quelqu'un ou un chat sur une image, c'est pas grave. Si vous faites une erreur quand vous avez une décision critique à prendre, là, c'est pas possible. Et donc il faut réussir. Le camion a freiné, le camion n'a pas freiné. Pourquoi? Voilà. Il n'a pas freiné ou il a pris le virage, il fallait pas, il y a eu un accident. Pourquoi il y a eu cet accident? Avec en plus des scénarios, enfin on connaît toute l'histoire du voleur qui traverse la route et puis de l'enfant à côté et lequel fallait-il épargner? Voilà, il y a ces aspects-là. Mais c'est vraiment la question de base et qui est importante parce que dès que vous mettez l'humain dans la boucle, il faut effectivement réussir à interagir avec lui. Et c'est important dès qu'il y a, et effectivement pour les deux cas d'application qu'on a dans l'Institut, donc le commerce, le retail et la santé, dire que l'humain il est au centre dans les deux cas et il faut absolument pouvoir interagir avec lui facilement. Je pense qu'on a fait le tour sur ce calendrier-là de l'explicabilité. Donc là, les travaux sont en cours. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des temps forts, est-ce qu'il y a des rendez-vous à prendre dans l'année à venir, des événements, enfin des éléments que vous allez des délivrables à produire sur lesquels on peut mettre un petit peu nos invités en attention ou en tension? Alors non, on n'a pas de calendrier là-dessus. Hein. Là, on est vraiment en train de créer l'Institut, de créer la fédération, de mettre les gens en contact. Donc encore une fois, c'est pas facile forcément parce que ce sont des gens de communautés différentes qui n'ont pas l'habitude de parler entre eux. Donc il y a des vocabulaires, des méthodes différentes. Donc il faut qu'on mette ça en place. Et puis donc on va commencer à travailler là-dessus. Donc le calendrier arrivera bientôt, mais on pourra effectivement communiquer là-dessus plus tard. Ok, un grand merci Sébastien. Si vous voulez réagir, hein, il y a un ordre d'intervention, mais évidemment, si vous voulez à tout moment, sur le calendrier, j'ai pressenti que sur vous le calendrier, Isabelle, intervenir. Oui, Sébastien vient bien de le dire, il s'agit, on a répondu le 28 septembre, il s'agit depuis le début octobre d'être à la fois en termes de travail en termes de structuration de la recherche, hein, entre, il l'a bien dit, différentes communautés scientifiques qui doivent travailler ensemble, en termes aussi d'interface avec les entreprises du commerce. Hein, il s'agit de bâtir un programme de R&D avec une intelligence artificielle innovante par rapport aux problématiques
que les entreprises, ça. les enseignes ont. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que quand on parle d'IA, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que certes, il y a de la recherche fondamentale, mais de la recherche, quand on parle de vision, voir, c'est un usage. Donc, quels sont les usages sur lesquels nos acteurs ici ont des besoins immédiats? Là, vous êtes en demande. C'est-à-dire que ça, il faut quand même bien le dire, parce que je pense que d'un côté, on a des gros industriels, on veut rester en tête de la course dans cette région en matière de retail. Il y a des usages sur lesquels on peut se dire qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle pour nous. Et vous êtes en demande en disant voilà, donnez-nous des usages et voyons ce que nos outils vont pouvoir développer. Voilà, on a bien évidemment contacté un certain nombre d'enseignes qui ont apporté leur soutien. Bien évidemment, on est en relation avec l'association Famille Mullier, bien évidemment avec le PICOM. Mais pour définir un programme de travail collaboratif, eh bien, il faut vraiment s'asseoir autour de table, il faut vraiment comprendre ce que font les uns et les autres. C'est des communautés différentes et il y a un investissement initial, mais pour un challenge gagnant qui est important. Ouais, ça n'aboutira pas s'il n'y a pas une logique collaborative avec des projets et des visions assez partagées. Enfin, c'est quand même très étonnant quand on voit le spectre balayé qui va de la psychologie, des mathématiques, etc. De l'éthique, du droit. Et de l'éthique, parlons-en, vous avez bien raison de le rappeler, Isabelle. Et donc la recherche ne peut rien pour les entreprises si les entreprises ne sont pas partie prenante de cette recherche. Et si elles n'ont pas d'éthique. Ah non, je n'allais pas dire du tout ça. Non, vous ne l'avez pas dit, mais moi je le dis. Ok, allez, on y reviendra parce que je vous donnerai la conclusion sur le calendrier. On va laisser dans quelques instants aussi la parole à nos invités. Philippe, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'application de machine learning pour les entreprises et l'industrie, au-delà de celles qui ont déjà été évoquées? Non, oui. on a tout dit. Si on a tout dit, c'est pas grave, Non, on pose il y en a la des question. tas. En fait, il y a énormément d'applications. Ça, c'est un point. Donc il y a tout ce qui, il y a un peu deux types d'applications. Il y a les applications, il y a plusieurs sortes d'apprentissage automatique en fait. Donc il y a ce qu'on appelle l'apprentissage à partir d'exemples, ou à partir d'exemples, par exemple d'images dans lesquelles vous avez des objets particuliers. Vous entraînez un algorithme à reconnaître ce type d'objet. Alors avec ce genre de méthode, par exemple, il y a tout ce qui s'ouvre, toutes les applications vers les prédictions, par exemple les prédictions de vente, si on est dans le domaine du retail. Voilà, prédire ce qui va arriver à partir des données dont on dispose. La grande difficulté ici, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les méthodes d'apprentissage sont basées sur les données et il faut que dans les données, il y ait les éléments qui vont permettre cette prédiction. Il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas l'information cachée quelque part dans les données, on n'arrivera à rien prédire. Et toute la difficulté, je dirais, n'est pas tellement au niveau des méthodes de prédiction, mais bien au niveau des données dont on dispose. Voilà. Après, un autre exemple, un autre grand champ de l'apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage par renforcement, qui est un sujet dont on ne parlait pas avec les entreprises il y a 15 ans. Et aujourd'hui, les grandes entreprises et même des plus petites, plus modestes, s'intéressent à l'apprentissage par renforcement, où l'idée, c'est un système qui apprend à réaliser des tâches. Et essentiellement, on a parlé tout à l'heure de psychologie. Un modèle dominant dans ce type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par essai-erreur, comme les humains le font, comme les enfants le font. Les bébés, ouais. Voilà. Et donc derrière, il y a alors énormément d'applications autour des systèmes de recommandation, qui est ici un terme que j'utilise d'une manière extrêmement générale, c'est-à-dire c'est l'appariement finalement entre un comportement d'utilisateur. Alors par exemple, ça peut être un utilisateur qui rentre des mots-clés dans un moteur de recherche, et le moteur de recherche va proposer, va recommander des liens sur Internet qui sont intéressants. Donc ça, c'est un type de système de recommandation qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Il y a tout ce qu'on voit évidemment sur les grands noms, Amazon. Amazon a été pionnier là-dedans pour faire de la recommandation. Voilà, un sujet que j'aime beaucoup, qui n'est peut-être pas forcément en lien avec le retail directement, c'est tout ce qui est éducation. Dans le monde de l'éducation, pour recommander par exemple à un élève un exercice ou des exercices qui vont l'aider à progresser, des contenus de cours qui vont l'aider à progresser. Je pense qu'en formation des équipes et en évolution pour les nouveaux voilà, métiers, exactement. ça peut être tout à fait utile. Effectivement. Il y a tout ce qui est aussi autour de l'organisation d'un groupe de personnes, la répartition des tâches, des choses comme ça. La répartition des appels dans des call centers, des choses comme ça. C'est vraiment des applications typiques des méthodes d'apprentissage par renforcement. Eh ben, écoutez, merci pour je dirais, tous ces domaines d'exploration.
On va maintenant peut-être donner la parole à nos invités s'ils souhaitent poser des questions. On va s'accorder 5 minutes. Alors, je vois Océane qui me demande le micro. Je vous en pique un. Allez, des questions, des réactions. C'est à vous, mesdames et messieurs. La première question étant souvent la plus difficile à poser. Qui lance le débat? Question, réaction. Stéphane, une petite question? Non, c'est pas là, incognito. Alors, une question, une réaction, une grande timidité ce matin. Est-ce que l'IA rendrait nos invités timides? Allez, je compte jusqu'à 3. Une question une fois, une question 2 fois, une question 3 fois. Pas de questions? Écoutez, très bien. Bon, on va donc pouvoir terminer notre tour de table de conclusion. Je récupère le micro, Océane. Merci beaucoup. Allez. Eh ben, on y va. En conclusion, donc, vous avez évoqué des thématiques. Je finirai avec Isabelle. Vous avez évoqué plusieurs thèmes. Y a-t-il des sujets que vous auriez aimé évoquer à ce stade que vous n'auriez pas évoqué? C'est le moment. Et puis, si tout a été dit, s'il y a un point sur lequel vous voulez insister en conclusion, quel serait ce point? Allons-y. Sébastien, le micro est à vous. Alors, c'est pas forcément un point supplémentaire, mais c'est juste pour complémenter. Donc, vous demandiez des exemples d'applications, donc pour essayer d'en trouver un de plus, on va dire, dans le commerce. C'est-à-dire que dans tout ce qui est commerce en ligne à l'heure actuelle, je ne sais pas comment vous faites quand vous achetez un produit, mais moi quand je vais dessus, je vais regarder un peu les avis clients et puis j'essaye de trouver est-ce que le produit est satisfaisant ou pas. Sauf que sur les grands sites de commerce à l'heure actuelle, les avis clients, il y en a des centaines. Et donc j'en lis 3 et après, je ne peux plus rien en faire du tout, quoi. Et donc c'est soit ça, soit une note globale, mais qui ne dit pas ce qui est important pour moi, pour mes critères, etc. Et là, il y a du travail à faire. Et là, on a des méthodes pour justement essayer de structurer l'information, pour dire qu'est-ce qui est important ou pas pour la personne. Est-ce que, par exemple, qu'elle puisse poser des questions, c'est-à-dire peut-être qu'elle est intéressée pas juste par un critère ou un autre. Et donc avoir une hiérarchie comme ça et puis pouvoir justement répondre personnaliser, répondre à une problématique d'un seul client plutôt que d'avoir quelque chose globalement qui est inutilisable, c'est une des applications aussi potentielles d'ajout de plus-value en fait, de l'IA. Voilà. Un grand merci. Alors, merci. Pour en savoir plus, un site, quelque chose, donc c'est le site Human a-t-il son site? Alors quand il sera mis en ligne, c'est pas encore le cas, mais effectivement vous pouvez guetter le site et il y aura les informations dessus. Merci Sébastien d'avoir participé à ce focus. Votre conclusion, Philippe? Ouais, je voulais compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment voir l'intelligence artificielle aujourd'hui comme une aide à l'humain et non pas un remplacement de l'humain. C'est ce que tout le monde dit, je dirais. Voilà. Par contre, c'est un outil formidable pour aider les humains, pour éventuellement les remplacer là où ils ne sont pas là. Tout simplement, il y a des tas d'endroits sur la Terre où on manque de médecins, par exemple, ou de choses comme ça, de spécialistes dans différents domaines. Et si là où il n'y a personne, on peut mettre une machine qui va à peu près faire une certaine rendre un service que de toute façon il n'y a personne pour le rendre, c'est très bien, tant mieux. Voilà. C'est très bien, tant mieux. Et on sait que dans le médical et les medtech, l'intelligence artificielle est en train de changer pas mal de choses. Un grand merci, Philippe, pour ce focus. Vous revenez quand vous voulez sur ce plateau. Des conclusions. Alors peut-être conclusion et puis aussi rappeler les prochaines étapes après la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt, puis votre conclusion, Isabelle. Oui, l'appel à manifestation d'intérêt, Humane, c'est aussi une fédération pour les Hauts-de-France, c'est-à-dire que participeront avec nous l'Université de Picardie Jules Verne, l'ULCO, l'Université de Valenciennes, les écoles d'ingénieurs comme l'École centrale de Lille et l'IMT Lille-Douai, sur les questions de la recherche, mais aussi sur les questions de la formation, puisque pour être capable de doubler le nombre d'étudiants formés dans les universités, pour être capable de monter des formations à l'usage des entreprises, eh bien, il faut mutualiser parce que sinon on n'aura jamais assez d'enseignants ayant les compétences en intelligence artificielle. Et puis, dernier point, les relations sont déjà prises avec Euratechnologie, Eurasanté, pour voir comment, dès à présent, on peut faire du portage des technologies qu'on a sur étagère dans nos établissements de recherche et dans nos écoles vers les startups qui sont déjà en incubation, par exemple chez Euratechnologie. Donc il ne tient qu'à vous d'en profiter, une fois encore, de belles synergies entre les acteurs digitaux de la région. Voilà, et en complément, on est en train de travailler avec un certain nombre d'enseignes sur l'offre qu'on peut effectivement proposer pour les entreprises.
Et donc, comme vous l'avez plusieurs fois rappelé, nous sommes tout à fait ouverts à toute demande, toute collaboration pour que cette offre, eh bien, elle soit effectivement peaufinée, finalisée pour être en adéquation avec les attentes. Isabelle Herlin, merci. Merci à tous les trois d'avoir Merci participé à à cet vous. échange. Merci à vous qui suivez eh bien, nos émissions en direct depuis hier. Et merci à vous qui vous êtes déplacés ici même sur la scène de Connext. À très bientôt pour d'autres focus. Merci.